écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, sur la pédagogie Montessori. Et c'est vrai que c'était important pour moi de remettre un petit peu les choses en place, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, voilà, par rapport à cette pédagogie. Donc, autant pour ce qu'on peut entendre pour des parents que ce qu'on peut trouver dans des structures ou dans même des écoles, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un petit peu tout ça? Donc pour ceux qui connaissent pas, le principe du webinaire, voilà, vous avez un onglet en bas là, il y a plein d'onglets différents et vous en avez un particulièrement qui s'appelle questions-réponses. Sachez que pour poser vraiment une question, c'est là qu'il va falloir intervenir, parce que dans le chat, pour moi, c'est pas hyper lisible en fait en direct. Donc c'est vraiment dans le question-réponse, que vous pouvez m'écrire une question et à laquelle, évidemment, je vais répondre puisque c'est un petit peu le but, c'est un petit peu le but de ce webinaire. Effectivement, dans les chats, des fois, ça peut aller un petit peu vite. Donc voilà, il vaut mieux le mettre dans question-réponse pour être sûr d'avoir une réponse à votre question. Ça, c'était, dans le côté, pratico-pratique. Alors, je vais faire une dernière vérification, sur Facebook, voir si j'ai des infos ou pas. Hem, voilà, j'ai l'impression que ça bouge pas plus. Donc bon, de toute façon, on va commencer comme ça. Toutes les personnes inscrites, auront accès dans tous les cas, à la rediffusion, hein, puisqu'il y a un replay qui est prévu, de cet événement. Donc voilà, vous retrouverez le replay si vraiment vous n'avez pas pu vous connecter au jour J, c'est-à-dire là maintenant direct avec nous. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc déjà, si vous avez, vous, en tête des questions justement, à propos de Maria Montessori, je ne sais pas, sur la pédagogie, sur l'école, sur elle, sur l'histoire, sur voilà, n'hésitez pas, à poser la question. On commencera, par là si vous voulez. Voilà, je vais laisser de côté la partie un petit peu, logistique parce que sinon je ne serai pas disponible entièrement pour vous et ça me dérange. Donc on va repartir sur le webinaire et puis on verra comment on fait pour les personnes qui ont été embêtées pour nous rejoindre. Voilà, donc ce webinaire, il est là pourquoi? Parce que, je fais le constat, mais de plus en plus régulièrement. Ça fait longtemps déjà, mais vraiment là, ces derniers temps, très, très régulièrement, je vois passer de tout. On dit, tout et n'importe quoi sur la pédagogie et j'en ai un petit peu marre, en fait, concrètement, parce que les 3 quarts du temps, les personnes qui, se permettre de faire des critiques, dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs, peu importe, sont souvent des personnes pas du tout formées, qui n'ont jamais, été, ni en école Montessori, ni en classe Montessori, ni en formation, vraiment montessorienne, voilà, donc c'est un petit peu embêtant d'aller donner son avis quand on n'y connaît, ben, pas grand-chose sur le terrain, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de marketing là-dessus. On nous vend quand même pas mal de choses sous couvert de Montessori, en fait, et il y a de grosses erreurs là-dessus. Donc la première chose, elle vient, sur, comment avoir les informations, à la source, en fait, sur la pédagogie Montessori. C'est très simple, commencez par, lire des ouvrages de Maria Montessori. Là-dessus, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est elle qui les a écrits. Voilà. La problématique, c'est que, c'est un petit peu imbuvable à lire, je l'avoue, pour les néophytes, c'est vraiment pas, hyper évident parce qu'on est quand même sur quelque chose qui date, du début du XXe siècle. Donc, bon, voilà, on était sur une écriture différente évidemment de maintenant. Pas forcément, très accessible, dans les mots en fait, dans la forme, parfois des phrases très, très longues et qui induisent énormément en erreur. Voilà. Donc il y a 3 choses souvent qui sont très fausses sur la pédagogie. Ça va être le matériel. Il y a énormément de soucis avec le matériel soi-disant Montessori. La deuxième chose, c'est par rapport à la liberté, en fait. Il y a énormément de choses, alors dans un sens, hein, soit pas assez de liberté, soit trop, voilà, mais la liberté, il y a souvent des problématiques, là-dessus. Et la dernière chose, c'est pour tout ce qui est la créativité et l'imaginaire. Donc moi, je vais vous parler spécifiquement un peu plus de ces 3 choses-là. Après, on trouve
plein d'autres choses, mais particulièrement là-dessus, il y a des grosses, grosses erreurs. Alors, on va commencer dans le vif du sujet, le matériel, parce que ça, c'est quelque chose qui est très marketing et qu'on vend partout et qui est facile à vendre sous prétexte qu'on a mis Montessori et que maintenant, on a quand même un petit peu de prestige, on va dire, derrière ce mot-là. Du coup, on vous vend, mais alors absolument, absolument n'importe quoi. La première chose qu'il y a à savoir, c'est que le matériel Montessori qui existe est clairement du matériel scolaire. Donc, je vais revenir après sur la différence entre la pédagogie et la philosophie, mais clairement, Maria Montessori n'a conçu que du matériel dans un but d'apprentissage académique. Soyons très clairs. Donc, tout ce qui est du jeu, a priori, ce n'est pas montessorien. Ça n'a rien à faire en pédagogie Montessori. D'abord, dans la pédagogie Montessori, on ne joue pas, on travaille en permanence, même un tout petit, dans ce qu'on appelle le petit nido, ouais, dans les premiers âges de la vie, à 2 ou 3 mois, il est au travail pour Maria Montessori. Donc, clairement, il n'y a pas de jeu Montessori, ça n'existe pas. Dans la pédagogie, ça n'existe pas. Il y a du matériel qui a une fonction particulière dans une progression particulière. Et ça fait partie de la limite de la pédagogie Montessori, j'allais vous dire. Effectivement, ce matériel, il va être très enfermant à un moment donné. Moi, ce que je défends, c'est que par contre, à l'inverse, on peut complètement faire du Montessori sans matériel. Mais vraiment, sans une once de matériel, on peut parfaitement créer un environnement montessorien pour l'enfant, que ce soit dans une collectivité ou que ce soit à la maison, dans un cadre plus familial. Donc vraiment, vraiment, le matériel, il existe. Il a un intérêt, évidemment. Je ne vais pas vous dire qu'il ne sert à rien, ce n'est pas la réalité. Mais il s'inscrit dans une progression très précise, dans un but d'apprentissage académique très précis. Et sorti de ce contexte-là, il n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Ça ne sert à rien. Et la deuxième chose, c'est que Mara Montessori a essayé, testé son matériel durant toute sa vie. Et en faisant comment? En le mettant entre les mains d'enfants, d'accord? Et en observant le fonctionnement des enfants avec ce matériel. Donc, le matériel Montessori qui nous reste, là, arrivé à la fin de la fin, hein, on va dire, c'est le matériel qui a été conçu des années 1900 jusqu'à son décès en 1952. Ok. Donc, c'est quand même 50 ans d'observation entre des mains d'enfants, dans en plus des pays et des cultures extrêmement différentes. OK? Donc il sort pas de n'importe où, ce matériel. Et il a des codes et des cotes, j'allais dire, il est hyper normé en réalité, voilà, et c'est pas pour rien, ça a du sens. Je vous donne un exemple, la tour rose est faite pour avoir une dimension particulière. Le petit cube de la tour rose doit faire 1 centimètre de côté, OK? Ça s'invente pas. Et si elle est rose, c'est pas pour rien. C'est pas pour la peindre en vert, en bleu, en gris parce qu'on trouve ça plus joli ou que ça fait plus mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on a quand même une société de marketing très très forte sur ce matériel pour vendre aux parents hein, principalement des choses qui n'ont aucun sens pour la maison, en fait, vraiment aucun sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter ce matériel-là plutôt que d'autres choses. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis même pas que les matériels vendus, enfin, oui, que les activités vendues comme des activités montessoriennes ne sont pas intéressantes pour l'enfant. Je dis juste qu'il faut appeler un chat et que c'est quand même très dommage d'appeler ça Montessori juste pour vous le vendre. Parce que les personnes qui l'achètent derrière croient acheter du Montessori quand même. Voilà. Et c'est ça qui me dérange. C'est pas le contenu, franchement, j'ai vu des choses, il y a plein de choses qui peuvent être très chouettes, très intéressantes. Mais on n'a pas le droit d'appeler ça du Montessori parce que c'est faux, tout simplement. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est que Maria Montessori n'a pas déposé son nom et elle n'a volontairement pas voulu déposer son nom. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a le droit d'utiliser Montessori à tout va, n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quel contexte. Je vais aller très loin, mais j'ai envie de vous dire, si demain vous avez envie de vendre un sextoy Montessori, vous avez le droit, quoi. Vous voyez, rien à voir avec la pédagogie hein, au départ. Bon, on est d'accord. Mais on a le droit, parce que son nom
n'a pas été déposé et enfin, tout le monde peut l'utiliser. En fait, personne ne va contrôler l'utilisation de ce nom. Donc on voit vraiment de tout. J'ai même une collègue une fois qui m'a montré, en fait, il existe un magasin des biscuits Montessori. Non, mais il faut aller le chercher quand même, moi je vous le dis, des biscuits Montessori, quoi. Non, mais d'où vous pouvez penser 2 minutes que Maria Montessori a perdu du temps à fabriquer une recette de biscuits pour enfants, quoi? Enfin, voilà, ça perd de son sens, mais c'est juste dingue. Moi, ça me rend folle. Donc voilà, sachez-le, le matériel Montessori, il existe, oui. Il a un sens, oui. Il s'utilise pas n'importe comment, oui. On peut s'en passer, oui. Et est-ce que c'est bien d'acheter tout ce matériel qui existe partout dans les magasins, qui n'est pas vraiment du Montessori? Oui, à condition que ce soit bien clair pour tout le monde que ce n'est pas du matériel Montessori. Voilà. À partir de là, après, il y a zéro problème. OK? Donc ça, c'est, une des choses super importantes à savoir parce qu'effectivement, en plus, on reproche à la pédagogie que c'est quelque chose de cher parce que ces trucs-là, ils sont vendus hors de prix. Enfin, moi, j'ai vu, du matériel Montessori, vendu 35 € pour des plaquettes en carton, pâte, quoi. Enfin, franchement, on a touché le fond, quoi. Voilà, mais ça se vend donc bah, du coup, les gens les utilisent donc vous n'êtes absolument pas responsable d'avoir acheté, ce type de matériel. Pas du tout, mais moi j'avais envie de vous redire ce que vous avez acheté vraiment, hein, voilà. Oui, ça peut être intéressant, oui, ça peut être super pour votre enfant, mais clairement, c'est pas du Montessori. Dernière chose sur le matériel, il faut savoir qu'il y a que 2 organismes dans le monde qui ont les plans originaux du matériel Montessori, d'accord? C'est Nice et Gonzaga Redi. Ce sont les 2 seules, en fait, entreprises, de fabrication de matériel qui ont les codes officiels des plans de Maria Montessori pour fabriquer du matériel Montessori. Et ce matériel-là, par contre, il est clairement estampillé AMI, donc Association Montessori Internationale. D'accord? Ce sont les seuls à être dépositaires des originaux, que ce soit d'ailleurs les plans de matériel, comme tous les écrits originaux de Maria Montessori qu'on lui connaît, même si de temps en temps, il y en a qui ressortent dans des archives à droite à gauche. Mais voilà. Donc, forcément, ce matériel-là, il est plus cher. Il est plus cher parce que, ben, effectivement, il a été quelque part breveté et on est sur des cotes originales, d'accord, avec des matériaux quand même plutôt de qualité, même si je vais vous dire honnêtement, je trouve qu'au niveau de Nina, on baisse énormément sur la qualité. Voilà, des matériaux utilisés, hein, pas la qualité de la cote, mais sur les matériaux utilisés. Voilà, mais en tout cas, voilà, sachez qu'il n'y a que ces 2 organismes-là, donc tout ce qui n'est ni Nice ni Gonzaga Redi, potentiellement peut avoir des soucis, de cote, des soucis de couleur, voire, n'avoir rien à voir du tout avec le schmilblick au départ, hein. Après, il y a plein de matériel qui existe et qui est très, très bien fait, hein, qui respecte tout en tout point, le reste du matériel et qui bien sûr est moins cher que ces deux entreprises-là. Mais voilà, il faut le connaître et je vous dis clairement, on peut s'en passer, mais vraiment, on peut s'en passer. Voilà. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la notion de liberté. Alors ça va être un point énormissime, entre guillemets, si on veut rentrer dans les détails, parce que c'est tellement un pilier de la pédagogie Montessori que il faut absolument comprendre ce que Maria Montessori met derrière la liberté. En ce moment, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur tout ce qui est discipline positive, éducation bienveillante, voilà, tous ces genres de mots-là, bienveillance positive, parentalité positive, voilà, tout ce genre de choses-là. Alors moi, ça me fait hyper rire parce qu'au départ, une éducation, elle est positive, quoi, hein. Éduquer quelqu'un, c'est quand même quelque chose de positif au départ. Je vois pas comment on pourrait faire une éducation négative, en fait, en soi. Donc, c'est déjà un peu particulier dans les mots choisis, même si je comprends. Et pareil pour la bienveillance, en fait, ça veut dire que si on n'est pas dans la bienveillance, de toute façon, on est dans la maltraitance. Et à partir du moment où on est dans la maltraitance, excusez-moi, mais on n'est plus dans l'éducation, ni dans de la parentalité, ni dans, voilà, on est purement dans de la violence, point, quoi, qu'elle soit psychique ou physique, voilà. Donc en fait, tous ces mots ne devraient pas exister. C'est vrai aussi pour la communication non violente. Ça voudrait dire que à la base, la communication est violente. Donc, si on est obligé
d'utiliser la communication non violente. Bon, moi, me formant en communication non violente, j'ai appris que celui qui l'avait créé, donc Marshall Rosenberg, avait volontairement choisi ce mot de non-violence parce qu'il avait trouvé aucun autre mot, en fait, pour exprimer la même chose. C'est-à-dire qu'il avait été obligé d'utiliser le négatif, voilà, par rapport à la violence, pour pouvoir exprimer son idée et c'était vraiment se dire: ben oui, en fait, globalement, on est régulièrement dans une communication extrêmement violente, quand on est les uns en face des autres et que, il y a vraiment des codes à respecter pour être dans la non-violence par rapport à l'autre, mais même par rapport à soi, au final. Alors j'ai envie de vous dire, tout ce qui est pédagogie positive, parentalité bienveillante et cetera et tout serait de la même ch de la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est arrivé tellement dans des fonctionnements effectivement, violents, malveillants, malsains, et cetera, que finalement on est obligé de préciser qu'on va être dans quelque chose de positif ou de bienveillant. Et là déjà, ça veut dire qu'il y a eu un glissement quand même au niveau, éducatif, humain en général quoi, hein. C'est qu'on s'est tellement habitué à des choses hyper violentes que maintenant on est obligé de signifier quand on n'est plus dans cette violence-là, quoi. Ce qui est quand même, assez fort alors que normalement, ça devrait être juste, la norme en réalité. On ne devrait pas être dans de l'éducation bienveillante, on devrait être dans l'éducation. Elle est forcément bienveillante a priori, hein, voilà. Mais voilà, on est obligé de préciser tout ça. Et la difficulté qu'il y a sur Montessori aujourd'hui, ça a été la même difficulté qu'il y a eu à l'époque avec, Françoise Dolto. C'est-à-dire qu'on a pris des morceaux en fait de ses écrits, de ce qu'elle avait dit et cetera, de ce qu'elle avait prôné et puis ça a été un peu détourné et on s'est retrouvé à un moment donné quand Dolto disait: «Il faut parler aux enfants», c'est parce qu'on était dans un monde où on ne leur adressait pas la parole. Un enfant, un bébé, un nourrisson, c'était un paquet de linge qu'il fallait nourrir et faire dormir et puis c'est tout. On n'imaginait même pas que ce petit être pouvait avoir un cerveau, qui pouvait être doué de sensibilité et cetera et cetera. Donc Françoise Dolto, quand elle dit: «Il faut parler aux enfants», il faut les considérer comme une personne et un individu, c'était dans ce sens-là. C'était arrêter de croire que c'est tout bébé parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils ne peuvent pas se mouvoir, parce qu'il leur manque de l'autonomie. Ils sont bêtes, ils sont cons, ils comprennent rien. En gros, c'était ça. De là à ce que les enfants deviennent les psys de leurs parents, parce que à force de tout leur raconter, on leur raconte vraiment tout, quoi, hein. On leur parle, on leur parle, on leur dit tout, ça devient les copains. Là, on a glissé quelque part. C'était absolument pas le propos de Françoise Dolto, bien au contraire. Parce qu'elle prônait aussi qu'à un moment donné, oui, certes, il faut parler aux enfants, mais il faut parler à la mesure de leur capacité et de leur compréhension. Mara Montessori, sur la liberté, on est d'accord. La même chose. Oui, elle a libéré les enfants, elle leur a rendu une liberté qu'ils n'avaient pas. C'est une réalité. Mais cette liberté, ce n'était pas: «Va mon enfant, je te fais confiance, tu as le droit de faire absolument tout ce que tu veux, hein, parce que de toute façon, tu sais ce qui est bon pour toi». Mais pas du tout, du tout, du tout. Mais jamais de la vie. Maria Montessori n'a jamais dit ça. Elle a libéré l'enfant d'un carcan éducatif extrêmement violent, pour le coup, pour l'époque, hein, quand même, où on était sur des élèves qui n'avaient pas le droit d'ouvrir la bouche, qui étaient devant des tables qui n'étaient même pas à leur hauteur, d'accord, avec une volonté de l'adulte d'être vraiment dans la soumission de cet individu que l'on considérait même pas intelligent puisqu'en fait, il fallait, tout lui apprendre en gros, hein. On considérait qu'il était bête et qu'il fallait tout apprendre. Et Maria Montessori, elle, s'est positionnée en disant: «Mais non, en fait, les enfants ont tout ce qu'il faut pour apprendre. Ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur d'eux. Ce sont des êtres doués d'intelligence avec un fonctionnement, de cerveau, voilà quoi, qui a sa spécificité, en fait» et elle a montré toutes ces spécificités qui d'ailleurs sont confirmées par les neurosciences aujourd'hui. Voilà, donc elle a simplement dit ça, mais elle a jamais dit que donc les enfants avaient la liberté de faire absolument ce qu'ils veulent. Ce qui est absolument faux, puisque dans une classe montessorienne, par exemple, les enfants n'ont le droit d'utiliser du matériel que s'il leur a été présenté.
Ils n'ont le droit de l'utiliser que de la façon dont il est censé s'utiliser, d'accord? Les explorations sont inclus là-dedans, bien sûr, hein, mais ça va avoir une limite dans l'exploration, d'accord? Pour reprendre l'exemple, par exemple, de la tour rose, on a le droit de mettre les plus petits en bas, les plus gros en haut, de voir ce que ça fait. On a le droit même de l'explorer avec un autre matériel qu'on appelle l'escalier marron. Par contre, on n'a pas le droit de prendre le cube de la tour rose et d'aller le plonger, dans le lavabo ou dans la bassine pour se laver les mains. Là, dans la façon de voir de Montessori, on n'est plus dans de l'exploration, d'accord? L'exploration, elle se fait sous certaines conditions. Ce qui explique à l'inverse que du coup, certaines personnes vont reprocher justement à Montessori d'être beaucoup trop stricte. Donc, vous voyez à quel point ça devient hyper ambivalent, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui crient dessus et disent: «Ah, mais Marie Montessori, c'est la liberté, les enfants font ce qu'ils veulent, ça va pas du tout». Et à l'inverse, les autres qui vont dire: «Ah, mais Montessori, c'est hyper rigide, c'est hyper strict, il y a trop de rigueur, c'est n'importe quoi». Vous voyez, donc on entend vraiment les 2 extrêmes. Et en fait, Marie Montessori n'a juste voulu créer que l'équilibre de tout ça. Il y a une liberté parce que derrière, il y a une discipline. Il y a un cadre qui est clair, qui est repérable, qui peut paraître strict et rigide, mais qui permet à l'intérieur de ce cadre-là de faire absolument ce qu'on veut. Je vais prendre un exemple de pictural, en fait, artistique. À un moment donné, les peintres, il a bien fallu qu'ils délimitent un espace de création, d'accord, qui est la toile. Toile qui peut être même encadrée, d'accord? Mais donc forcément, ils vont limiter leur création à l'intérieur de cette toile et de ce cadre-là, d'accord? Maintenant, avec l'art moderne, ça peut être sur plein de choses, mais il y a toujours une limite, qu'elle soit dans le temps, d'accord? Qu'elle soit, à un endroit précis, même tout ce qu'on pourrait appeler des installations, d'accord, ont un cadre quand même. C'est dans un lieu précis, dans un temps précis, avec une forme précise. Donc il y a toujours un cadre, il y a toujours une limite, il y a toujours quelque chose qui va limiter de toute façon la création de l'artiste. Mais après, à l'intérieur de ça, l'artiste a le droit de faire absolument tout ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, l'enfant, ça va être pareil. Dans un cadre montessorien, il y a un cadre qui est très clair, qui est bien délimité, d'accord? Et même au fluo, bien comme il faut, hein. Le but, c'est que l'enfant le connaisse et qu'il sache pertinemment qu'on ne sort pas de ce cadre-là. Mais à partir de là, l'enfant a la liberté d'explorer son espace comme il le souhaite. Donc, à la fois, il y a une très grande liberté, bien plus grande que celle qu'on peut trouver dans des espaces qui se disent plus liberticides finalement que ça. Et à la fois, il y a un cadre très strict. C'est moi, j'ai mis le cadre, c'est comme ça, et il n'y a rien qui dépasse de ce cadre-là, par contre. Effectivement. Toute tâche de peinture qui serait hors du cadre ne font pas partie finalement de l'espace d'exploration, on est bien d'accord. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose d'hyper important à comprendre. Maria Montessori n'était absolument pas pour le laxisme, mais alors vraiment pas. Et au contraire, elle était pour la discipline, c'est-à-dire l'autodiscipline qui s'acquiert par la discipline, mais la discipline n'est pas de l'obéissance aveugle à des lois édictées par un adulte tout-puissant. C'est là où il y a la différence par rapport à ce qui se faisait avant elle. C'est-à-dire qu'avant elle, on était sur des adultes qui dictaient des règles par rapport à leur vision d'adulte, leurs besoins d'adulte, et l'enfant devait se soumettre à ça. Donc en fait, on interdisait la toute-puissance de l'enfant en la remplaçant par la toute-puissance de l'adulte. Maria Montessori, elle a équilibré les choses en disant l'enfant n'est pas tout puissant, mais l'adulte non plus. Et il y a quelque chose d'horizontal qui doit se passer là. L'enfant a des choses à apporter à l'adulte et il faut avoir l'humilité d'apprendre d'un enfant, d'un être plus petit que soi, d'accord? Peut-être moins mature sur des choses, mais avec des compétences propres, d'accord? Et c'est de là que vient l'idée qu'on fait jaillir une source et pas qu'on est dans remplir un vase qui serait absolument vide et dont il faudrait tout lui apprendre au final. L'enfant sait au fond de lui un certain nombre de choses, mais il a besoin quand même d'un guide. Si on revient sur quelque chose de végétal, de complètement végétal, on va être effectivement sur
ben, ma plante, pour bien pousser, pour bien grandir, à un moment donné, elle va avoir besoin d'un tuteur. Il va falloir protéger cette petite pousse-là qui vient de sortir, de terre, parce que sinon elle va se faire piétiner, d'accord? Parce que sinon elle peut suivre le soleil à un endroit et elle va être trop tordue et puis après pof, elle va s'affaisser sur des choses et cetera. Donc on va lui mettre un tuteur au départ pour grandir, mais petit à petit, ce tuteur n'aura plus de sens. Une fois que l'enfant aura construit suffisamment de choses tout seul, qu'il aura été bien guidé, ben, le tuteur, on n'en a plus besoin et la plante, elle va continuer à pousser sans souci. Hein, vous voyez, c'était vraiment dans ce sens-là. On est le guide de l'enfant dans ce sens-là. Mais on lui apprend pas à être une pomme, quoi. Enfin, voilà. C'est-à-dire que, effectivement, pour Maria Montessori, on était tous une graine de quelque chose. On était tous différents et le but, c'était d'être ben, la plus belle plante issue de cette graine. Donc, si vous êtes un pommier, ben, vous êtes un pommier. On ne va pas faire de vous un poirier ou un pêcher ou un cerisier, que sais-je. D'accord? Donc, on n'apprend pas à un cerisier à être cerisier. Il est cerisier, point. Voilà, il sait ce qu'il a à faire quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, lui indiquer le meilleur endroit pour aller se mettre, parce que là, il aura ce qu'il faut de soleil, ce qu'il faut d'eau, etc. Ça, oui. Hein, mais c'est en ça où nous, on va être des jardiniers finalement là-dedans pour faire en sorte que toutes ces plantes vivent bien ensemble. Et c'était rien de plus que ça le but de Maria Montessori. Et dans le contexte qu'on vit aujourd'hui assez particulier, Maria Montessori œuvrait clairement pour la paix. Hein, d'accord. C'était son but ultime, puisqu'elle avait connu ben, aussi la guerre, hein, et que du coup, c'était quelque chose qu'elle ne voulait absolument pas revoir. Et qui pour elle était complètement lié à l'éducation. Et elle avait cette conviction profonde que si chacun avait pu s'épanouir à être qui il est vraiment, eh ben, il y aurait pas ou peu ou moins de tension entre les êtres humains, puisque chacun serait épanoui à sa mesure en tant que ce qu'il est. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Donc oui, il faut la liberté, il faut laisser la liberté à l'enfant d'être qui il est. D'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur toutes les problématiques qu'on peut avoir dans des profils neuroatypiques notamment, on en voit partout maintenant. On estime qu'il y a environ 25 des enfants, qui ont des profils neuroatypiques, donc c'est quand même un quart, c'est énorme. Il faut laisser la liberté à ces enfants d'être qui ils sont. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont le droit de faire absolument n'importe quoi. Et y compris pour ceux qui n'ont pas de profil neuroatypique. Bon, après, si vous voulez mon humble avis, étant donné, si on part du principe qu'on est tous uniques, hein, on est tous différents, on a tous des besoins différents. Donc, quelque part, on est tous neuroatypiques, en fait, hein, parce qu'il n'y a que nous qui sommes faits comme nous. Donc, bon, quelque part, voilà. Si on veut résumer, on a tous des casseroles, on a tous des difficultés, on a tous des compétences, on a tous des points faibles, enfin voilà. Donc après, c'est mettre des étiquettes sur ça, mais bon, bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, on peut laisser la liberté à l'enfant d'être qui il est, d'explorer, de trouver son chemin par lui-même, tout en mettant un cadre très clair, très ferme, hein, dans le sens qu'il ne va pas bouger, voilà, mais par contre qui va évoluer avec lui et avec ses compétences. Évidemment, mais pas le même cadre à un enfant de 2 ans qu'à un enfant de 5 ou 6 ans, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça paraît juste évident. Hem, du coup, je vois la une question, à laquelle je vais répondre, rapidement, après. Donc oui, oui, à un moment donné, c'est ça, quoi. C'est que, beh, il faut vraiment, comment dire? Se dire que pour avoir la liberté, il faut un cadre clair. Où est-ce que je peux exercer ma liberté, en fait? Tout simplement. Pour atteindre l'autodiscipline, c'est-à-dire pour être capable soi-même de se mettre ces limites-là, finalement, eh bien, il faut quand même avoir appris à un moment donné à les respecter de quelqu'un qui vous les a mis au départ, quelqu'un d'extérieur qui vous a posé un cadre pour que vous puissiez vous construire sereinement. Et après, vous allez pouvoir créer, vous, votre propre cadre. Hein. Et puis, il y a quand même une phrase très importante qui dit que la liberté des uns s'arrête évidemment quand commence celle des autres. Et rien que ça, ben, ça met un cadre, en fait. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Donc, cette histoire de cadre et d'exploration va permettre d'expliquer la suite par rapport à l'imaginaire.
Alors, on m'a posé une question au début, mais que j'ai pas trop vue, pour vous réexpliquer, pourquoi je vous parle de tout ça. C'est une bonne question en effet, parce que moi j'ai travaillé avec, des enfants toute ma vie quasi. Je savais très tôt que je voulais travailler avec des enfants. Que pour moi, les enfants, c'était l'avenir du monde et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour eux. Donc vraiment, la cause des enfants a été très forte, chez moi, même quand j'étais encore enfant, finalement. Voilà, et donc du coup, je suis devenue éducatrice de jeunes enfants et puis je me suis formée à la pédagogie Montessori. J'ai été éducatrice Montessori. Je travaillais dans énormément de structures différentes au final, dans la petite enfance, même sur la partie maternelle, voilà. Et du coup, j'ai connu justement l'univers sans Maria Montessori, celui de Maria Montessori dans un cadre du coup très montessorien. Voilà, et puis j'ai fait des ponts entre les 2 assez rapidement et j'ai voulu accompagner les personnes, qui sont peut-être pas forcément spécifiquement dans des écoles Montessori justement, à comprendre comment on pouvait faire du Montessori, en dehors de ce cadre-là, finalement, comment on peut le faire en tant que parent, comment on peut le faire en tant qu'assistante maternelle, enfin voilà, tout ce genre de choses. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que moi, dans mon expérience personnelle, je me suis aperçue que, en fait, j'étais montessorienne sans le savoir. J'ai toujours défendu que le plus important pour un enfant tout petit, hein, c'était le quotidien. Et que s'il n'a pas le quotidien, c'est pas la peine d'aller lui mettre entre les mains des trucs hyper culturels et tout ça, pas que c'est pas intéressant, hein, mais comment vous dire? Si, déjà on répond pas à vos besoins de sommeil, à vos besoins de nourriture, à vos besoins d'avancer à votre rythme, sur votre temps à vous, parce que le temps de l'enfant n'est clairement pas celui de l'adulte. À quoi ça sert d'aller, vous faire voir une expo de land art, quoi, vous voyez? Bon bref, bien que le land art normalement c'est plutôt en nature, mais ça peut se faire en photographie aussi. Mais voilà, l'idée c'était ça, j'ai toujours défendu ça et quand je suis tombée, dans la marmite montessorienne, on va dire, un peu comme Obélix avec la potion magique, je me suis dit: «Mais c'est bien sûr, mais ça existait déjà, c'est tellement logique, c'est tellement applicable à tout dans la vie de tous les jours, qu'on s'en aperçoit même plus». Enfin, moi, je suis montessorienne avec mes enfants, mais je le suis avec ma famille, avec mes parents, je suis avec n'importe quelle personne que je croise, en fait, dans la rue. Voilà, c'est tellement un état d'esprit, c'est tellement un positionnement, c'est tellement simple et fluide, c'est tellement la vie, en fait. Voilà. Ah, Montessori, c'est la vie, simple, basique, harmonieuse avec tout le vivant qu'il y a autour, que c'est trop important pour moi de défendre tout ça et c'est pour ça que j'ai envie de le transmettre à le plus de personnes possible finalement, et de rétablir un peu la vérité sur ce que c'est. Parce que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que ce que je vous expliquais entre le marketing qui nous mange beaucoup de choses, les jeux des médias, des réseaux sociaux et cetera, on a enfermé finalement cette pédagogie dans en fait, on a enfermé Maria Montessori dans de la pédagogie. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. On l'a enfermée dans la pédagogie alors qu'au départ, c'est vraiment une philosophie de vie et que quand même, c'est très rigolo parce que Maria Montessori a toujours refusé d'être enseignante et elle s'est jamais vécue comme une enseignante en fait, hein, jamais. Et elle est participait même, à tous les congrès de ce qu'on a appelé l'enfance nouvelle au début du XXe siècle. Elle était très écoutée de ses pairs d'ailleurs et elle a fini par, sortir de ce cadre-là parce que justement ce n'était que des pédagogues et que son projet à elle ne pouvait pas rentrer dans de la pure pédagogie, c'était pas possible. Donc en fait, on réduit énormément Maria Montessori en parlant de pédagogie Montessori. Mais après, c'est vrai que même moi, c'est le mot que j'utilise le plus souvent parce que c'est celui que les gens connaissent en fait, tout simplement et c'est le fil en fait que les gens tirent pour arriver jusqu'à Maria Montessori, mais on est tellement au-delà de la pédagogie que voilà et c'est bien pour ça d'ailleurs que le matériel a très peu de place finalement. Parce que le matériel, là, pour le coup, c'est par rapport à une pédagogie bien spécifique et qui a aussi ses limites par ailleurs. Voilà. Donc, mais Montessori, c'est tellement plus que cette pédagogie que voilà. Donc voilà un petit peu, pourquoi je suis là et je vous raconte, tout ça et je vais repartir sur cette histoire de liberté, cette histoire de discipline là-dedans et pourquoi aussi on parle tout le temps de travail et après je vais faire le lien avec ce qui est de la création et de l'imaginaire.
On parle tout le temps de travail dans le jargon montessorien parce que Maria Montessori avait considéré que, hem, le jeu était de l'oisiveté. C'est-à-dire que l'enfant joue quand il n'a pas la possibilité d'avoir quelque chose qui va le mettre vraiment au travail et que ce jeu, en fait, ne lui apprend rien. Ça ne fait pas travailler ce qu'aujourd'hui, avec les neurosciences, on va appeler les fonctions exécutives. Alors, c'est vrai et faux à la fois. Dans sa façon de voir les choses à elle, hem, c'est vrai dans le sens que, comment vous expliquer? On va être toujours dans la même chose, le travail va être cadré quelque part. On va poser un cadre à ce travail-là et surtout, on va amener l'enfant à se concentrer, à expérimenter des choses, qui sont de la vie de tous les jours justement, dans ses propres besoins et dans ce qu'on va appeler, les tendances humaines, c'est-à-dire ce qui nous définit en tant qu'être humain. Les tendances humaines, c'est vraiment quelque chose, qui nous appartient à tous, c'est-à-dire, autant les adultes que les enfants, hein, c'est pas propre à l'enfant, les tendances humaines. C'est vraiment, comment dire? C'est ce que va faire tout individu, tout être humain, s'il est plongé là demain, sur une île déserte dans un coin qu'il ne connaît pas, il va mettre en action toutes ces tendances humaines. Alors c'est hyper complexe, c'est un peu compliqué de vous mettre ça dans un webinaire maintenant, c'était pas du tout l'objet. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ce qui fait notre condition humaine, en fait. Et donc du coup, j'ai perdu le fil en vous disant ça. C'est bien, c'est jeudi soir, il est tard, c'est normal. Pourquoi je vous disais ça? Oui, par rapport à la notion de travail. Et en fait, le travail fait partie de ces tendances humaines et par travail, Maria Montessori, elle voulait quelque chose qui est sérieux, d'accord? Pour la personne qui le fait et pour la personne extérieure, du coup, qui met en action de la concentration, d'accord? Et quand l'enfant est impliqué, corps et âme dans ce qu'il fait. Donc finalement, il y a certaines choses qui sont du jeu pour nous, qui en réalité, quand on le regarde bien, seraient du travail. Je prends un exemple, si vous avez déjà observé des enfants et tout, arrivé à un certain âge, quand ils vont être sur des Lego, quand ils vont être sur des Playmobil, ce genre de choses, on peut arriver exactement aux mêmes critères que, ce que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire quelque chose qui va concentrer l'enfant, dans lequel il est hyper impliqué, voilà et qui est extrêmement sérieux pour lui. OK? Et donc, du coup, nous, on appellera plus ça du jeu. On est à un travail de création, de construction, OK? Et on peut voir plein de trucs derrière, mais pour nous, là, l'enfant, il joue plus. Il est clairement au travail. Avec des Lego, OK, mais il est au travail. Voilà vision montessorienne du travail. Et c'est pour ça qu'on parle de travail tout le temps, parce que c'est sérieux. Et comme c'est sérieux, ben, ça se respecte. Ça se respecte, c'est l'adulte qui doit le respecter, mais les autres enfants aussi. On ne dérange pas quelqu'un qui est au travail finalement, hein. Donc cet enfant-là qui est à fond dans ses Lego, qui est hyper concentré, qui est impliqué, qui est en train de construire, je sais pas moi, le château fort de sa vie, une méga fusée ou autre, peu importe. Du coup, il est au travail, donc on va pas le déranger comme ça. On va si ça doit avoir une fin, on va anticiper, on va lui expliquer, tu sais, dans 10 minutes, un quart d'heure, là, il faut que ça se termine et cetera. On va respecter ça, mais on va pas considérer que là, il est en train de rien faire, que c'est nul, que ça sert à rien, que c'est oisif et que donc on peut, piétiner ce travail-là, ne pas prendre en compte qu'il a un début, un milieu, une fin, enfin tout ce genre de choses qu'on mettrait dans le travail et ça fait partie du cadre montessorien. Le cadre montessorien, il va aussi se construire parce qu'on considère que l'enfant est au travail. Et donc, un tout petit qui vient de naître, à un moment donné, il est au travail aussi. Il est en train de travailler à découvrir son espace. Il est en train de travailler à découvrir son corps, à faire travailler ce corps-là. Et c'est vraiment du travail parce qu'on est dans la répétition. Il est concentré, concentré, concentré pour réussir à faire que ce bras qui bouge complètement involontairement devienne quelque chose de volontaire. Donc, on est au travail et donc ça se respecte. Et je vais vous dire même mieux, au niveau du travail, ça va aussi faire que, comment dire? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Cet enfant, quand il va connaître son corps et tout par ce travail-là,
Ça explique aussi une fatigue derrière. Quand on a beaucoup travaillé, on est fatigué. Nous, on est capable de le comprendre adulte. Donc, si on considère que tous ces gestes-là que fait un nourrisson, c'est du travail, on comprend bien mieux pourquoi il a tellement besoin de sommeil tout petit et pourquoi c'est important et pourquoi il faut respecter ce travail-là. Parce que sinon, c'est comme vous, si vous êtes, pris, je sais pas moi, 5 heures de réunion et qu'on ne vous accorde pas le temps de vous reposer avant de renfiler sur 5 heures de réunion. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Hem, donc un enfant addict aux jeux vidéo, sérieux, concentré et impliqué, quoi du travail? Alors c'est une très bonne question. Alors en fait, il est au travail sur, des compétences exécutives, mais maintenant ça ne veut pas dire que ce travail-là va le connecter à la réalité. Effectivement, c'est sérieux pour lui à un moment donné, il va être concentré là-dedans, il va être impliqué. Donc là, on est vraiment sur les fonctions exécutives du travail. Et clairement, si on reprend le problème, hein, du temps qu'on y passe finalement, on est quand même sur quelque chose où effectivement on va faire travailler énormément son cerveau et les fonctions exécutives. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a même, des études qui se font par rapport aux écrans, sur les règles qu'on posait aux enfants et qui ont décidé maintenant de mettre les jeux vidéo, ou les jeux, sur la tablette et tout ça, à part des autres types d'écrans, en fait. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les jeux vidéo, il y a une implication et on va quand même faire travailler des fonctions exécutives parce que derrière, il va y avoir quand même une stratégie plus ou moins de réussite. On va quand même être dans de la répétition parce que la répétition fait partie du travail, c'est aussi un point important. Donc on va répéter, répéter, répéter. Alors je vous prends un exemple, hein, mais bon, en gros, vous avez un bonhomme qui doit sauter, une méga barrière, voilà. Vous allez vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner dans le geste, même avec la manette, d'accord? Pour réussir à lui faire le saut qui va lui permettre de passer de l'autre côté. Alors que, moi, je sais pas, 50 fois, vous allez tomber dans le trou et game over. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, on peut considérer que, du temps de jeux vidéo, en fait, va, entraîner un travail de l'enfant. Mais le souci, c'est plutôt le côté addict, c'est-à-dire c'est le temps qui passe. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est au travail que du coup, on doit être en perpétuel, travail identique, du coup. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un enfant, qui va passer son temps à apprendre à marcher, mais qui apprendra pas à manger, par exemple. Voilà, sur un tout petit, ça pourrait donner ça. C'est comme un enfant qui travaillerait des heures, des heures, des heures, des heures, des heures à apprendre à lire, mais qui apprendrait jamais à compter. C'est là où l'addiction va être embêtante, en fait. C'est parce que du coup, le temps qu'il passe à ce travail-là ne lui permet pas de faire un autre travail. Donc oui, c'est du travail. C'est clairement, on peut le rentrer dans une catégorie de travail, mais par contre, le problème, c'est que ça devient du travail exclusif quelque part. Et là, il y a un souci, quoi. En fait, c'est comme si vous, je sais pas moi, vous n'aviez qu'un seul travail dans votre journée, c'est, je sais pas moi, faire la cuisine. Donc du coup, vous vous lavez plus, parce que c'est un travail de se laver. On s'habille plus parce que c'est un travail de se nourrir, c'est un travail de voilà, vous êtes juste: «Je fais à manger H24, je fais à manger pour les autres, je fais à manger», c'est tout. Vous avez plus de vie derrière, en fait. Donc le travail, il doit pas être réducteur, d'accord? C'est un travail, mais il doit pas être, réducteur. Peut-on inclure alors également la fonction motrice, la fonction réelle du corps dans l'espace, dans la notion de travail? Eh beh, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le travail, on n'est pas que sur quelque chose d'intellectuel, on prend en compte tout le corps, quoi, toute la motricité. Donc oui, tout le travail de motricité au départ, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on considère qu'un enfant travaille. Un enfant qui apprend à manger, par exemple, avec sa cuillère et qui va essayer d'apprendre à manger, il est au travail. Il est clairement au travail. Il apprend à manger, à tenir sa cuillère et il s'entraîne. D'ailleurs, c'est très, intéressant parce que dans les tendances humaines, donc il y en a 5 principales, hein, pour faire court. La tendance numéro 2, vraiment, on a le travail, la répétition, l'auto-perfectionnement du geste. Tout ça, c'est dans la même tendance humaine, du coup et ça fait partie intégrante du travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, du travail uniquement intellectuel a sa limite. C'est du travail aussi, mais ça a sa limite et c'est d'ailleurs pour ça qu'en pédagogie Montessori, on est toujours sur de la manipulation et il va falloir attendre un certain temps pour qu'on soit uniquement dans de la manipulation de contexte,
hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, on rééduque des personnes qui ont perdu, la mémoire, par exemple, et cetera, de nouveau avec la main. C'est-à-dire une personne qui cherche ses mots, qui a du mal à en trouver, et cetera, si vous lui proposez de l'écrire, une fois sur 2, elle va retrouver le mot qu'elle voulait dire. Parce que le fait de passer par le geste va reconnecter des choses au niveau du cerveau qui vont lui permettre de retrouver le tiroir dans lequel est rangé le mot. Donc clairement, c'est lié et c'est pour ça que le jeu vidéo, est un peu différent du reste des écrans qu'on peut proposer aux enfants, en fait. Clairement à cause de ça et c'est pour ça que du coup, il y a des études aujourd'hui qui sont faites là-dessus et attention quand je parle de jeux vidéo, on est bien sur des jeux vidéo avec des manettes. Attention, le côté application peut avoir une limite à un moment donné parce qu'on est juste sur quelque chose du doigt, en fait et alors si on est sur quelque chose qui bouge, ça voilà, il va y avoir un peu de motricité là-dessus, mais en tout cas, il y a une fonction motrice, même si elle est pauvre, on va dire dans le sens très répétitive et uniquement avec les doigts, mais elle est pauvre, mais elle existe et donc elle est importante effectivement dans cette notion de travail. Donc le travail, pour Maman Montessori, passe forcément par le corps à un moment donné. Mais si on se regarde, une activité même purement intellectuelle, combien il y a de gens, qui apprennent des leçons en marchant, en faisant les 100 pas parce qu'ils apprennent par cœur, enfin, quelque part, si on regarde, la motricité arrive toujours à un moment donné. Même quelqu'un qui est devant son ordinateur bêtement, hein, assis à son bureau et cetera, observer les gens, hein, mais à un moment ou à un autre, forcément la main arrive, quitte à ce que ce soit un tic, hein, mais griffonner sur un bout de papier, boire, machin. Enfin, à un moment donné, on a besoin que le corps se mette en action pour fixer ce qu'on a dans le cerveau, clairement. Donc, ouais, effectivement, le travail, fonctionne avec le geste. D'où l'intérêt, effectivement, pour les jeux vidéo à un moment donné. Mais encore une fois, vraiment la difficulté, c'est l'exclusivité du travail après. C'est comme ça qu'il faut le voir par rapport à ce qui est de l'écran et des jeux vidéo. Et voilà pourquoi où il y a le problème aussi, hein, si on veut terminer là sur l'écran, c'est que, ben, un enfant qui regarde un dessin animé ou un film, clairement, il ne fait rien. S'il est juste assis sur son canapé, il fait rien, ni au niveau moteur, ni au niveau intellectuel, il se laisse juste hypnotiser par l'écran et alors là, on est dans des ravages, catastrophiques, mais ça vaudrait le coup de faire quelque chose de spécifique rien que là-dessus. Alors par contre, là où on peut rentrer dans les jeux vidéo, ben ça va me faire un palier avec, la création, la fantaisie et cetera. C'est un énorme reproche qu'on fait à Maria Montessori, mais pour une énorme méconnaissance de ce que c'est. Hem En fait, dans la pédagogie Montessori, donc vous avez vu, hein, il y a un cadre très précis. On est au travail, donc on a quelque chose de très sérieux et donc là, on se dit: «Mais enfin, du coup, pour des enfants, ils travaillent, ils ont un cadre, bon, ils peuvent explorer, mais ils peuvent pas aller au fond, fond, fond de l'exploration». Comme je vous disais, on met pas la tour rose, dans une bassine d'eau, voilà, il y a d'autres choses pour tester ça. Donc finalement, c'est un peu triste l'affaire, voilà, une table, c'est une table, on peut rien en faire d'autre, une chaise, c'est une chaise, on peut rien en faire d'autre et cetera. En fait, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai sur le 0-6 ans et c'est faux parce que ça s'arrête à cette tranche d'âge-là. C'est-à-dire qu'une chaise va être une chaise jusque vers 5-6 ans. Après, on va autoriser l'enfant et on va même encourager l'enfant à réfléchir à ce que la chaise pourrait être d'autre que ce qu'elle est, en fait. Donc on reprend à la base. On a dit, l'enfant, c'est une page blanche. Quand il arrive au monde, il connaît rien du monde qui l'entoure. Donc, dans le principe montessorien, c'est d'abord, on va apprendre à l'enfant ce qu'est le monde, la réalité, dans la vraie vie. Qu'est-ce que c'est une chaise? Voilà. Et une fois que ça, c'est bon, alors il aura le droit de s'en amuser et de le détourner. Autre exemple, par exemple, les loups. Je prends les loups parce que dans la littérature infantine, des loups, il y en a, pouf, ils s'habillent, ils parlent, et cetera. Mais pour que l'enfant puisse s'amuser avec ça, il faut d'abord qu'il sache qu'est-ce que c'est un loup en vrai, quoi. En vrai, un loup, ça parle pas, ça s'habille pas, ça se cache pas, ça croque pas les filles, ni les garçons d'ailleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc l'idée de Maria Montessori, c'est vraiment, on construit d'abord le monde à partir de la réalité et une fois que le monde réel est construit,
alors on va pouvoir partir à ce qu'on appelle la fantaisie. Parce que ce qu'on confond souvent, c'est imaginaire, créativité et fantaisie. L'imaginaire, c'est la capacité de se représenter dans sa tête, d'accord? Et donc après en parole, quelque chose qui n'est pas devant soi. Donc, si là je vous parle, moi je sais pas, d'une tarte tatin, vous êtes capable d'imaginer la tarte tatin. Vous en avez pas devant vous, mais vous êtes capable de l'imaginer, OK? Et là, on est sur quelque chose de complètement réel ou réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, on a fait appel à notre imaginaire. La créativité, c'est la capacité à utiliser son imaginaire pour construire quelque chose, pour créer quelque chose. D'accord? C'est presque de l'ingénierie, en fait, ce que je vous raconte. Et après, on a la fantaisie. Et la fantaisie, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas réaliste, qui n'existe pas dans la vraie vie, en fait. OK? Et c'est là où on confond tout avec les enfants. C'est qu'en fait, on les berce de fantaisie. On les berce de choses qui n'existent pas dans le monde réel. Et en fait, les neurosciences nous le prouvent aujourd'hui, hein, donc Mara Montessori avait raison que le cerveau, il a besoin de 0 à 6 ans de construire le monde. Il va construire quelque chose, il va construire les fondations, tout ce qui va mettre en route sa vie, en fait, d'être humain par la suite. D'ailleurs, on le voit bien, c'est qu'à partir du moment où une personne va commencer à avoir des souffrances répétées, qu'elle va dysfonctionner, entre guillemets, à un moment donné, c'est-à-dire qu'il va entraîner une souffrance trop importante pour la laisser là, on va s'apercevoir qu'il y a énormément de choses qui reviennent à l'enfance et à la petite enfance. Combien il y a de gens, qui vont se vivre nuls parce qu'en fait, depuis qu'ils sont gamins, on leur dit qu'ils sont nuls, quoi. Et ils ont intégré ça comme c'est la réalité, en fait. Je suis nul parce qu'on me le dit depuis tout le temps. Donc l'enfant se construit le monde et il construit le monde avec ce qu'on appelle un esprit absorbant. C'est aussi ce qu'on appelle en neurosciences la plasticité cérébrale. Donc c'est la capacité qu'a l'enfant d'absorber absolument tout ce qu'il y a autour de lui et de le faire sien. Et comme l'enfant est né en ne connaissant pas le monde, eh ben, c'est une énorme éponge, d'accord? Et il va prendre absolument tout dans son éponge. Et le cerveau, comme il ne connaît rien par ailleurs, il va considérer que ça, c'est le monde. Donc, plus vous mettez de fantaisie, de fantastique dans l'enfant, plus il va considérer que le monde, c'est ça. Et ne me dites pas: «Ben oui, il le sait parce qu'il me dit que c'est pour de faux et que c'est pas vrai», parce que oui, il le dit, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité intellectuelle de comprendre qu'est-ce que ça veut dire c'est pour de faux. En fait, il sera en capacité de comprendre ça aux alentours de 5 ans vraiment. Mais avant, il vous le dit, hein, et puis il y croit peut-être même. Mais simplement parce que vous lui dites et qu'il fait ça lui fait enfin voilà, ça vous fait plaisir. De la même façon qu'il vous croit très fort quand vous lui dites qu'un cornichon, c'est un cornichon, quoi. Il a aucune raison de ne pas vous croire a priori, vous voyez? Donc vous lui dites: «C'est pour de faux», bah, lui il répète: «D'accord, c'est pour de faux». Donc le loup, il parle, mais c'est pour de faux, d'accord, c'est pour de faux. Mais il enregistre quand même que le loup, il parle, c'est pour de faux. Mais pour lui, c'est pour de faux, ça veut rien dire. Pour qu'il puisse savoir ce que ça veut dire, il faut d'abord qu'il ait un repère au départ. Or là, il en a pas. On construit déjà quelque chose de faux au départ. Voilà le raisonnement en fait, qui se fait, pour l'enfant et voilà ce qui se passe dans son cerveau. Et après, par contre, à partir de 5 6 ans, quand ce côté plastique en fait, va se terminer, il va se passer ce qu'on appelle l'élagage synaptique. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été suffisamment répété, comme expérience dans le cerveau, et ben le cerveau va s'en débarrasser, va faire le ménage dans les neurones. Parce que quand on considère qu'un enfant à la naissance a 3 fois plus de connexions neuronales que le nombre de connexions du système internet d'aujourd'hui, ça vous laisse imaginer un peu le bordel dans le cerveau quand même. Donc il faut s'en débarrasser un peu parce qu'on ne peut pas vivre à vitam aeternam avec cette quantité de connexions là, qui foisonnent en permanence. Donc il y a ce qu'on appelle les lagages synaptiques. Donc on va garder enfin le cerveau ne va garder que les neurones qui ont été beaucoup, 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 beaucoup utilisés. Et il va garder ça, pour lui, c'est son identité, c'est son monde. À partir de là, le cerveau a créé une identité. Et le problème, c'est que le cerveau, son travail,
c'est de conserver l'identité de l'individu en plus de sa survie. OK? Donc le cerveau n'est programmé que pour 2 choses: conserver l'intégrité physique, donc c'est-à-dire la survie de la personne, qui l'abrite, et deuxièmement, conserver son identité. Et cette identité de base, c'est l'identité qui va créer les 6 ou 5 premières années de sa vie. OK? Après, il va pouvoir en changer, hein, de temps en temps et tout, mais difficilement et selon un parcours, bien spécifique. OK? Donc à partir de là, déjà, on est un peu mal parce que quand vous avez construit absolument que du fantastique pendant toute votre petite enfance, ben, en fait, vous allez prendre très fort dans la figure que en fait, vous avez construit un monde imaginaire qui n'existe pas et la réalité va être d'autant plus violente, du coup. Alors que si au départ, vous avez une réalité forte, bah, qui peut être pas sympa des fois sur des choses, mais en tout cas qui est très claire et très forte. Après, vous allez pouvoir vous imaginer tout ce que vous voulez là-dessus et et comment dire? Et vous allez même imaginer bien mieux que celui qui a tout à refaire, en fait. Il y a plusieurs études qui ont montré partout dans le monde que les enfants issus d'écoles Montessori étaient plus créatifs, bien plus créatifs que des enfants issus de n'importe quel autre système pédagogique. Et j'insiste bien, c'est pas un système scolaire, c'est un système pédagogique. Donc même des écoles Steiner, Freinet et autres, il y en a une autre, je me rappelle plus le nom, qui est spécifiquement, créative en plus. Où on est vraiment sur tout ce qui est la création par rapport aux jeux de lumière et cetera. Les enfants montessoriens, malgré la rigidité du cadre et l'absence de fantaisie, jusqu'à 6 ans, sont bien plus créatifs que ces enfants-là qui ont été nourris à la création depuis tout petit. C'est quand même assez extraordinaire, hein? Voilà, mais pourtant c'est une réalité. Et c'est expliqué pourquoi? Parce que justement, ils ont, des bases solides pour ne plus avoir d'entrave à leur liberté, à leur imagination. En fait, c'est que comme on comment dire? Comme on supprime le fantastique, on laisse beaucoup plus de place à l'imaginaire de l'enfant, mais à son imaginaire à lui, pas à celui que nous, on nous a vendu. Donc, je vais vous donner un exemple de test, par exemple. C'est qu'on a pris des enfants de 6, 7 ans, donc issus d'écoles Montessori ou autres, et cetera, et on leur a demandé de créer un super héros. Voilà, maintenant tu aurais des super pouvoirs, qu'est-ce que tu aurais? Et en fait, tous les enfants nourris au fantastique ont fait des super-héros avec des capes, en collant, le pouvoir de voler, le pouvoir de ouais, vous voyez où je veux en venir? Bon, en gros, ils ont refait tous les super-héros qu'on leur a vendus petits. Parce qu'à partir du moment où on leur a mis dans la tête qu'un super-héros, ça avait une cape, un machin et cetera, ils ont du mal à sortir de ça, en fait, parce qu'on les a ultra nourris à ça. Et donc, ils perdent leur imagination. Alors que des enfants montessoriens qui n'avaient pas connu ça, ont trouvé des pouvoirs bien plus, comment dire? Originaux, voilà, à leur personnage, avec des super pouvoirs. Donc vraiment, vraiment, la créativité, ce qu'on appelle la créativité, la création, l'inventivité, l'imaginaire n'ont absolument rien à voir avec le fantastique. Au contraire, bien au contraire. Parce qu'à partir du moment où on a imaginé pour vous, un monde fantastique, vous avez énormément de mal à vous en défaire parce que pour vous, c'est ça le monde fantastique, en fait. Vous avez plus la liberté de créer ce monde-là, vous, en fait. C'est, très surprenant, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même chose quand vous lisez un livre ou que vous regardez un film. Si vous avez regardé, le film avant de lire le livre, quand vous voyez la description du personnage et cetera, automatiquement, vous avez, l'image du personnage que vous avez vu dans le film, en fait, qui vient se superposer à cette description. Alors que si vous lisez le livre en premier, votre imagination à vous a créé un personnage dans votre tête et vous seriez 10, vous le verriez, 10 différents, en fait. Et après, une fois que vous voyez le film, vous êtes d'accord ou pas avec la vision du réalisateur de l'image du personnage, vous voyez? Mais voilà, ça enferme un petit peu le côté, je vous donne une image toute faite, ça va enfermer et donc forcément ça enferme l'enfant aussi, quoi.
Donc oui, ça paraît frustrant, ça paraît, complètement à côté de tout ce qu'on nous a vendu pendant très longtemps, voilà. Mais attention au fantastique avec les enfants. Donc après, on est dans le monde dans lequel on est parents, on est éducateurs, on est loin d'être parfait, donc ne vous autoflagellez pas. C'est pas la fin du monde et tout ça, mais c'est quand même bien de le savoir et d'y faire très attention. Voilà et vous prenez par exemple alors pareil, on aime ou on n'aime pas, je suis pas du tout dans les trucs, sociaux, marketing, politique, 440 et cetera, mais vous prenez par exemple, les inventeurs de Google, ils sortent d'écoles Montessori. D'ailleurs, les couleurs de Google sont les couleurs montessoriennes et c'est pour ça qu'ils les ont choisies, hein. On se dit toujours: «Ouais, c'est parce que c'est les couleurs primaires», mais non, non, ils l'ont bien dit eux-mêmes. Ils ont choisi ces couleurs-là parce que c'est les couleurs Montessori, tout simplement. Donc le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Voilà et donc voilà, au vu de leur notoriété et cetera, ils avaient, enfin ils ont toujours des campus, hein, pour les élèves, pour les enfants, en fait, de leurs employés et cetera et évidemment, étant dans le numérique et l'informatique, les premières choses qu'ils ont faites, c'est de mettre des ordinateurs partout et très tôt, en se disant: «Ben, voilà, s'ils ont ça très tôt, en gros, on va s'auto-renouveler notre pôle, d'informaticiens» et ça a été une catastrophe, mais sans nom, en fait. Parce qu'au contraire, ça fait des dégâts pas possibles. C'est d'ailleurs un gros problème en France, hein, c'est-à-dire que, en fait, ça fait 15 ans, bien plus de 15 ans maintenant que ça a été expérimenté ailleurs dans le monde, qu'on s'aperçoit que mettre le numérique très tôt entre les mains des enfants à l'école, c'est une catastrophe. Voilà et donc nous, on est tout contents d'y aller à plein, à fond, alors que ceux qui y étaient, ils reculent et d'ailleurs, eux, pour le coup, ont bien reculé. Ils ont dit: «Bon, maintenant, c'est clair, jusqu'au lycée, c'est pâte à modeler, crayon à papier». Voilà et ça beaucoup plus efficace au final, visiblement. Mais voilà, pour vous dire, il y a un temps pour chaque chose. Il faut vraiment un temps pour chaque chose. Alors du coup, de 0 à 6 ans, tu parlais de fixer l'identité, identité sexuelle aussi. Alors dans un sens, tu apprends si tu es une fille ou un gars. Alors, oui, oui, en quelque sorte, oui et en fait, on est aussi sur l'environnement, toujours pareil. Hem, donc en réalité, alors la construction sexuelle de l'enfant, elle se fait, hyper tôt, en fait. Parce qu'il y a des phases en plus, selon Freud, il y a des phases sexuelles, très, très tôt, depuis la naissance, en réalité. Donc il y a quelque chose de la sexualité, de toute façon, qui se construit très tôt et évidemment entre 0 et 6 ans. On apprend l'identité parce qu'on l'apprend au niveau du corps, c'est-à-dire qu'arrivé, vers 3 4 ans, c'est l'âge où les enfants découvrent le corps de l'autre, en fait et ils commencent à faire des associations. «Ah ben moi je suis fichu, comme maman ou comme papa, ah ben ma sœur elle est comme moi donc c'est une fille, je suis une fille, maman c'est une fille, on est des filles». Enfin voilà, en fait, c'est comme ça que ça se construit un peu. Alors c'est pas vraiment la sexualité, là on est plus sur l'histoire du genre quoi, l'identité de genre quelque part. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a des personnes qui, du coup, refusent de genrer leur enfant avant un certain âge pour qu'ils le choisissent tout seul. Honnêtement, j'ai pas d'avis sur la question parce que j'ai pas de recul et j'ai pas, de témoignage d'expérience de ce que ça a pu amener ou pas, enfin, est-ce que ça a défavorisé ou favorisé effectivement quelque chose ou pas dans la réflexion de l'enfant. Mais en tout cas, oui, il construit une partie de son identité, genrée et par là même sexuelle à ce moment-là. Parce que, c'est l'âge où ça se fait, en fait et les questions, très, très fondamentales, existentielles des enfants se fait aux alentours de 5 ans. Parce qu'aux alentours de 5 ans, en fait, l'enfant comprend sa condition humaine, c'est-à-dire que c'est le moment où il comprend la mort. Enfin, la comprend. En tout cas, est capable d'en comprendre une partie et qui comprend que de toute façon, un jour, il va mourir et si lui, il meurt, ça veut dire que ses parents meurent aussi, ça veut dire que tout le monde va mourir un jour autour de lui. Voilà et donc c'est souvent, le lieu aussi des périodes avec des cauchemars, un peu sympathiques, mais parce qu'ils s'aperçoivent de ça. Voilà et là-dedans, alors ça paraît très bête, mais c'est comme ça, il y a une partie de la sexualité aussi qui intervient dans tous ces types de découvertes en fait, de qui je suis, pourquoi je suis là et c'est toute la période aussi où ils sont très dans la reproduction. Comment je suis devenue au monde, pourquoi je suis là, comment on fait les bébés et cetera, tout ce genre de choses. Donc après, te dire que, par exemple, si on parle de sexualité, est-ce que,
j'ai construit mon homosexualité, par exemple, ou ma bisexualité, ou mon truc à cet âge-là, je ne saurais pas te dire, du tout, enfin, je ne saurais pas dire, vraiment là, mais en tout cas, il y a tout un tas de questions qui vont se poser autour de ça à un moment donné, ça c'est certain, et effectivement, l'environnement va avoir énormément d'influence là-dessus. C'est-à-dire que si vous formatez, enfin, comment dire? Si vous formatez un enfant à dire qu'un couple, c'est uniquement un homme et une femme, jusqu'à 6 ans, voilà, et qu'il a jamais vu ou entendu ou qu'on lui ait jamais dit que, ben, un couple au départ, c'est 2 personnes qui s'aiment, en fait, et que cet amour-là peut aussi se faire entre 2 femmes, entre 2 hommes, entre voilà. Bah, effectivement, si lui, à un moment donné, heu, il se il s'estime plutôt, comment dire? Plutôt oui, dans un couple qui ne serait pas l'univers qu'on a créé pour lui. C'est-à-dire que je te dis n'importe quoi, c'est une femme et ben, elle s'aperçoit que finalement, elle, c'est, être avec une autre femme quoi, si on lui a pas laissé une porte ouverte à un moment donné, forcément ça va être plus compliqué à ouvrir que si on a été dans un environnement où ça faisait partie du possible, que d'avoir un couple de 2 femmes par exemple quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question par rapport à l'identité, mais en tout cas, oui. L'identité, elle se construit avec tout ce qu'on va mettre dans l'environnement. Donc, plus l'environnement est réducteur et plus l'identité va se réduire, et y compris là-dessus. Mais encore, je te dis, il y a des théories là sur le genre et surtout des expériences, entre guillemets, qui se font aujourd'hui avec des parents qui font des choix particuliers par rapport à ça. Mais moi, je ne suis pas assez calée après pour te dire si c'est vraiment là ou après. Voilà, voilà pour cette question-là. Donc sur l'imagination, je crois que j'avais fini, à moins que vous ayez des questions là-dessus. Mais voilà, je sais que ça perturbe un peu cette histoire-là, mais ça veut dire qu'il faut abandonner, Petit Ours Brun, Choupi, et compagnie avant un certain âge. Mais c'est qu'une histoire d'âge. Donc Montessori, si vous voulez, oui, c'est réducteur, mais juste sur un certain temps. Elle est absolument pas contre le fantastique, hein, bien au contraire, mais à partir du moment où c'est clair pour l'enfant, qu'est-ce qu'est le monde réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et j'ai vu un reportage, enfin un reportage, c'est une vidéo en fait de quelqu'un de un spécialiste de la psychologie, qui vit au Canada, qui faisait une petite vidéo là un peu par rapport aux événements actuels et cetera, et qui posait la problématique justement, des mondes virtuels, hein, dans lesquels on vit, et en fait, il y a, les 3 quarts des personnes, qui sont nées, après 1995, donc 1995 et après, qui sont en très grosse problématique d'interaction sociale avec des êtres humains, en fait, dans un langage réel. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent leur communication avec les codes d'une conversation virtuelle, en fait, et ils sont très en difficulté pour appeler, avoir une vraie conversation de personne à personne, et cetera. Tout passe par le texte et les réseaux sociaux et tout ça. Et donc du coup, c'est très problématique parce qu'effectivement, ils vivent dans un monde en partie déconnecté de la réalité, et donc chaque fois que dans la réalité, il va se passer quelque chose de très fort, et ben ils le prennent très, très violemment, et il expliquait ça aussi, parce qu'en fait, on est construit pour avoir des limites, quelque part claires. Ce fameux cadre-là dont je vous expliquais, tout à l'heure, l'existence par rapport à la liberté, la discipline que parlait Maria Montessori. Et en fait, la difficulté, c'est que, le monde virtuel est bien plus, comment dire? Confortable que le monde en vrai, et du coup, on a eu tendance à s'installer dans ce confort-là, et du coup, on n'est pas du tout préparé à ce qui se passe après dans la vraie vie, réelle. On n'est plus adapté finalement à ça si ça a pris trop de place. Donc c'est très important de continuer à garder un pied ancré dans la réalité, et donc très important que l'enfant se construise dans cette réalité-là, en fait, au moment où il se construit, hein, parce que clairement,
Là aussi, c'est neuroscientifique, hein, mais clairement, les fondations de la maison, de qui vous êtes, et cetera, ça se fait entre 0 et 6 ans. Ça ne veut pas dire du tout qu'après, vous ne pouvez pas changer. Je vous donne un exemple, bah, si vous avez construit, vos fondations en étant, une maison avec, une cuisine, un cellier, un salon, 2 chambres et 2 salles de bain. Ça ne veut pas dire qu'après, vous n'avez pas le droit de changer de plan et de n'avoir qu'une seule salle de bain ou d'en construire 3 si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut juste dire que dans vos fondations, les gaines sont prévues pour avoir 2 arrivées d'eau dans 2 salles de bain distinctes et que si vous décidez d'en avoir qu'une et ben, à un moment donné, vous avez un truc qui vous sert à rien là, voilà, ou que si vous en voulez 3, et beh, il va falloir aller un peu au marteau-piqueur, faire des trous à droite, à gauche pour pouvoir faire passer les câbles pour réussir à, mettre de l'eau dans la troisième salle de bain. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc autant faire en sorte que toutes les choses soient à peu près au bon endroit au moment où on fait les fondations et après on a la liberté de faire ce qu'on veut dedans, quoi. Vous voyez? On peut changer la déco X fois si on veut, les meubles, voilà, tout ce genre de choses, mais plus les grosses choses comme où on met les murs et les câbles, vous voyez? En gros, c'est ça un peu l'idée. Je raccourcis et j'image, mais c'est fait exprès. Donc voilà, c'est archi faux de dire que, il y a pas d'imagination, au niveau de Montessori, qu'il y a pas de créativité, bien au contraire. Il y a beaucoup plus au final, en tout cas, c'est ce que montrent les études scientifiques, de créativité chez les enfants montessoriens que chez les autres. Hem, voilà, n'en déplaise à ceux qui sont contre. Oui, il y a du travail, il y a très peu de part au jeu, parce que, beh, c'est complètement inutile. En fait, l'enfant a largement de quoi faire, avec, ce qui est sérieux pour lui, voilà, ce qu'il implique et ce qui est, important pour sa construction. Donc, voilà, oui, Maria Montessori, c'est de la liberté, mais oui, c'est un cadre et oui, ce cadre est rigide, mais il n'est pas enfermant. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir et oui, il y a de la liberté, mais à un moment donné, on va pas, l'enfant n'est pas tout puissant, n'est pas, voilà. Il y a une phrase aussi de Maria Montessori, qui parle à un moment donné de l'enfant qui est un roi, en fait, mais la façon dont elle voyait Heu, l'enfant roi n'est absolument pas celui qu'il est devenu dans nos sociétés. C'est-à-dire que c'est pas un enfant tout puissant et tyrannique, qui mène à la baguette, tout son entourage. C'était l'enfant roi dans le sens de rendre une espèce de noblesse finalement à l'enfant. Ces titres de noblesse, voilà, c'est plus comme ça qu'il faut le voir et que donc du coup, il était important et qu'il fallait, bah, du coup, le choyer. Mais voilà, encore une fois, on le remet dans un contexte, à une époque où on ne s'occupait pas ou très peu d'eux et surtout de l'enfant tout petit, quoi. Voilà, voilà ce qu'il en est pour Maria Montessori. Donc j'espère que ça vous a aidé, en tout cas à faire le vrai du faux et à essayer de retrouver un peu le chemin de la vérité. Et vraiment, vraiment, ce qui est important, c'est vraiment une histoire de posture. C'est construire en fait avec l'enfant cette place d'accompagnateur, de tuteur à un moment donné de la vie qui est là pour guider l'enfant dans le bon sens. Tu es un enfant, tu as besoin de sommeil, il te faut au moins une 10 heures de sommeil par jour, quand tu as 3 ans et donc moi, je suis là pour te guider, pour que tu aies les bons nombres d'heures de sommeil. C'est pas toi qui décides que tu vas te coucher à minuit parce que ça te plaît à minuit. Il faut vraiment faire la différence entre le besoin et l'envie. Donc Maria Montessori était pour le respect des besoins fondamentaux, de tout être humain et le besoin et l'envie est bien différente. Je vais vous donner un exemple très bête qui va vous parler, hein, mais votre corps peut avoir besoin de manger de la salade et vous, vous avez envie de manger de la pizza. Vous voyez? Tout simplement, hein, on est vraiment là-dessus. Donc comment voulez-vous alors que nous adultes, des fois, on est extrêmement éloignés de la réalité de nos besoins, hein, parce qu'on veut se faire plaisir et qu'on est dans l'envie, et cetera, qu'un enfant tout petit qui arrive avec aucun moyen de comparaison, de se repérer et tout, il pourrait décider tout seul qu'est-ce qui est bon pour lui de manger, qu'est-ce qui est bon pour lui de dormir, qu'est-ce qui est bon pour vous voyez? Donc là, à un moment donné, il faut, recadrer les choses. Oui, l'adulte va mettre un guide, un cadre à tout ça. Voilà, mais il doit le faire en fonction des besoins de l'enfant et pas de quelque chose d'arbitraire. Donc l'enfant a besoin de dormir, certes, mais si, midi, c'est absolument pas l'heure où il a sommeil, parce que physiologiquement, c'est pas le moment où le sommeil arrive pour lui,
si on est dans le respect de ses besoins, on va le coucher au moment où son corps en a besoin et pas là où ça nous arrange pour nous faire la sieste, regarder la série du moment ou, prendre le thé avec les potes, quoi. Enfin, vous voyez, c'est ça, en fait, où il faut faire la différence et on est un peu perdu et moi, ce que je reproche, beaucoup à nos sociétés d'aujourd'hui, c'est que au lieu d'accompagner les parents là-dedans, on est toujours dans le jugement. C'est: «Vous faites ci, il faut faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais c'est n'importe quoi ci» et cetera et cetera. Mais on donne jamais les outils en face. Oui, mais concrètement, comment on fait, quoi? Comment je fais moi quand, j'ai eu ma journée de boulot, que je suis pas là de 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir pour, faire en sorte que mon gamin, parce qu'il tombe de sommeil à 7h15 et ben, il puisse aller au lit quand même alors qu'en fait ça fait qu'un quart d'heure qu'on est ensemble. Vous voyez, ça paraît très bête, hein, peut-être, mais c'est quand même une réalité. C'est pas tout de dire aux parents: «Beh, votre enfant, il a besoin de temps de sommeil». C'est pas tout de dire aux parents: les temps d'écran, c'est tant et puis c'est tout». C'est pas tout de leur dire: «Ben, ça sert pas de baby-sitter». C'est pas tout de leur dire: «Beh, il faut que votre enfant, il mange 5 fruits et légumes par jour» et cetera et cetera. Ça sert à rien de donner toutes ces injonctions aux parents ou aux professionnels, hein, parce que les professionnels de l'enfance vivent avec énormément d'injonctions aussi, hein, faut pas se mentir. Donc, ça sert à rien de vivre avec toutes ces injonctions si à un moment donné, derrière, on ne vous donne pas les codes de comment faire, en fait. Parce que ça tombe pas du ciel. Enfin, moi, je suis persuadée, on ne naît pas parent, on devient parent. On ne naît pas professionnel de l'enfance, on devient professionnel de l'enfance. C'est de l'expérience, mais il faut à un moment donné qu'il y ait une transmission là qui se fasse pour que ça puisse, fonctionner bien et à mon avis, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de burn-out parental. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont mal dans leur peau, qui sont mal dans leur tête. Enfin, on voit une explosion là aujourd'hui, de gens, qui pètent les plombs quoi, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc clairement, il y a eu la crise sanitaire qui a eu un effet, mais à mon avis, elle a juste mis en relief quelque chose qui allait mal depuis un certain nombre de temps. Et les parents, ils sont en burn-out parental, mais enfin, est-ce que vous imaginez le nombre d'informations qu'on donne à un parent aujourd'hui, quoi? C'est-à-dire, à peine on est enceinte que déjà on a 50 milliards d'injonctions sur la grossesse, 50 milliards sur l'enfant. On vous dit en plus tout et son contraire en permanence, d'accord? Donc on vous dit: «Eh beh, il faut qu'il soit libre, laissez-le vivre un peu, il faut qu'il soit libre» et cetera et en même temps on dit: «Ah ben non, mais tu mets un cadre parce que sinon c'est n'importe quoi». Enfin voilà, c'est tout ce genre de choses qui est embêtant, pour moi parce qu'on donne pas de code précis et moi, ce que j'ai envie, c'est de remettre un peu de la simplicité là-dedans, du bon sens, parce que les trois quarts des choses, c'est uniquement du bon sens, en fait. Voilà, on va pas se mentir. Bon, la recette magique, elle n'existe pas. Et ça aussi, c'est une vérité. Maria Montessori, sa pédagogie et sa philosophie, ce n'est pas une recette magique. C'est pas vrai. Ça marche pas à tous les coups. Voilà. Alors, pourquoi ça marche pas à tous les coups? Eh ben, souvent, c'est parce qu'on connaît mal ce que c'est, que souvent on se met trop de pression sur ce que ça devrait être, voilà et qu'on oublie juste qu'on est des êtres humains et que donc la perfection n'existe ni chez l'enfant ni chez l'adulte. Alors c'est pas une excuse pour rien faire, c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi non plus, c'est juste pour un moment donné, souffler un bon coup et se dire: «Bon, ben c'est pas grave». Il y a plein de choses qu'on sait bien sûr aujourd'hui, mais c'est pas grave, on est des êtres humains, on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur. Ça aussi, c'est un fondement de la pédagogie Montessori. On a le droit de se tromper et c'est en se trompant qu'on apprend. Donc pourquoi on ne s'autoriserait pas à nous, adultes, à un moment donné, de se tromper parce qu'on apprend? Le problème, c'est plus qu'est-ce qu'on fait de cette erreur? Si on fait rien de nos erreurs et qu'on continue, à faire n'importe quoi, voilà. Mais si on apprend justement de nos erreurs, ben voilà, l'erreur a sa place, bien sûr, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, moi, ce que j'avais envie de vous transmettre. J'espère vraiment que ça vous a donné, un peu plus de repères sur ce que ça pourrait être, ce que ça peut apporter, en fait, à chacun. Voilà et moi, mon envie, c'est vraiment de vous transmettre ça. Donc
Je vais essayer de faire d'autres webinaires, peut-être sur des thèmes différents aussi. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, par mail, sur le site ou sur Messenger et cetera. Me poser vos questions, voilà, d'échanger là-dessus. Moi, ça me fera super plaisir de vous apporter des réponses. Voilà et puis, voilà, juste pour vous dire quelques mots sur ce que vous allez pouvoir trouver sur ce site-là. Donc il y a des accompagnements, je fais des accompagnements, justement de personne à personne parce qu'il me semble que, voilà, on est tous différents, vit tous des situations différentes. Donc c'est super important, il me semble, de pouvoir donner des réponses, personnalisées à chacun. Voilà, donc ça, c'est des accompagnements que je fais auprès des parents ou des professionnels qui souhaitent, avoir, un tuteur, un guide à un moment donné pour pouvoir continuer à grandir, en toute autonomie après. Et puis aussi la possibilité effectivement de faire de la formation, du coup par rapport à ça. Donc, j'ai une formule découverte de la pédagogie qui va vous donner, toutes les bases, un peu plus théoriques, un peu plus en profondeur de tout ça. Mais toutes les bases en fait pour bien comprendre qu'est-ce que c'est, comment fonctionne l'enfant et comment il va se construire. Donc sachant que Marie Montessori, elle a prévu la construction, de 0 jusqu'à 25 ans, donc c'est assez large. Voilà, mais découvrir tout ça avec son prisme à elle, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que le handicap, qu'est-ce qu'on peut faire comme Montessori au dehors d'une école Montessori pure et dure, qu'est-ce qui se passe pour chaque âge de l'enfant, comment on est construit, et cetera. Voilà, tout ça, c'est des bases, que je peux vous donner, du coup, dans cette formation, qui est ouverte absolument à tout le monde. Pas besoin d'avoir des enfants ou, de travailler avec, même si évidemment, plus spécifiquement, ça peut aider ces personnes-là. Et voilà et donc du coup, je serais ravie de répondre à vos questions là-dessus. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous dis envoyer un mail, des petites infos. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir de vous accompagner, de vous répondre. Voilà et puis après moi je suis, très humble là-dessus. Si je peux pas, ce que vous cherchez et cetera, vous le trouverez pas auprès de moi, vous inquiétez pas. J'ai des ressources extérieures et je saurai, vous guider vers d'autres personnes, plus compétente que moi sur, vos questions ou vos réflexions, si c'est le cas, voilà. Donc je vous souhaite, écoutez, une bonne soirée, à moins que vous ayez des infos, enfin des questions, supplémentaires, à me poser, sur la pédagogie ou sur la philosophie de Maria Montessori. Sinon, je vais vous laisser, là et vous souhaiter une bonne soirée pour que vous puissiez aussi répondre à vos besoins de sommeil avec votre journée de demain. Voilà, essayez de ne pas sortir trop, du cadre qu'on s'était fixé en termes d'horaire. Donc je vous remercie encore infiniment pour votre confiance, pour votre présence. Merci beaucoup. Vous recevrez normalement donc le lien pour avoir le replay de ce webinaire, ainsi, que tous, les petits bonus que je vous avais promus. Voilà, si vous voyez rien arriver, n'hésitez pas encore une fois, envoyez-moi un mail. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Voilà, aimez-vous, prenez soin de vous. Voilà, faites-vous confiance, faites confiance aux enfants et on aura l'espoir d'un monde plus joli et plus sain pour tout le monde, j'espère, assez prochainement. Je vous embrasse à tous, bonne soirée et à très bientôt. Bye.